Ma fille se trouvait aux soins intensifs après un accident, luttant pour sa vie, avec des tubes sortant de son petit corps. Lorsque ma mère m'a appelé, elle m'a dit, demain, c'est la fête d'anniversaire de ta sœur. Assure-toi d'aider à préparer les décorations et la nourriture. J'ai répondu, je ne peux pas la quitter. Ce n'est pas le moment. Elle a répliqué froidement, si tu ne viens pas, je te couperai de cette famille pour toujours. En arrière-plan, papa a ajouté, la journée de ta sœur est plus importante que ce drame. Ma sœur a saisi le téléphone. Arrête d'utiliser ta gamine comme excuse. J'ai raccroché et effacé son numéro. Le jour de la fête, pendant qu'ils célébraient tous, ma fille s'est enfin réveillée de son coma. Elle m'a regardé, les larmes aux yeux, et a dit, maman. J'ai été blessée à cause de grand-mère. Code bleu, chambre 417. Code bleu. Les mots tranchèrent l'air du couloir de l'hôpital alors que je sprintais derrière 3 infirmières, mon cœur martelant mes côtes. À travers la petite fenêtre de la chambre des soins intensifs pédiatriques, je regardais le personnel médical s'affairer autour de ma fille de 7 ans, Méline. Son petit corps semblait impossiblement frêle sous l'enchevêtrement de fils et de tubes. Le respirateur artificiel, posé à côté de son lit, émettait un son que je n'oublierai jamais, un rythme régulier, qui semblait se moquer de chaque prière que j'avais murmurée au cours des 6 dernières heures. Une infirmière pressa sa paume contre ma poitrine, m'arrêtant sur le seuil. « Madame, vous devez attendre dehors. »« C'est ma fille. » Les mots s'arrachèrent de ma gorge, à vif et désespéré. « Nous savons que le docteur Patel fait tout son possible. S'il vous plaît. » Je trébuchai en arrière, jusqu'à ce que mon dos heurte le mur froid. Mes jambes se dérobèrent et je glissai sur le sol, serrant toujours contre moi le lapin en peluche que Méline tenait, lorsque les ambulanciers l'avaient chargé dans l'ambulance. L'oreille gauche du lapin était tachée de son sang. 3 heures plus tôt, ma vie était ordinaire. Méline et moi avions conduit jusqu'à la maison de mes parents pour ce qui devait être un simple déjeuner dominical. Ma sœur cadette, Céleste, allait avoir 35 ans le lendemain, et ma mère, Priscilla, avait insisté pour que nous venions discuter des préparatifs de la fête. L'accident s'était produit dans leur allée. Mon père, Warren, reculait avec son énorme camionnette, juste au moment où Méline courait derrière pour chasser un papillon. J'étais à l'intérieur, aidant ma mère à arranger des fleurs, quand j'entendis le cri. Le temps que j'atteigne l'allée, ma fille gisait inerte sur le béton et mon père se tenait à côté de son camion, les mains pressées contre ses tempes. « Je ne l'ai pas vue », répétait-il sans cesse. « Je ne l'ai pas vue. » L'ambulance arriva en 8 minutes, bien que chaque seconde s'étirât comme une éternité. Méline souffrait d'un traumatisme crânien, de 3 côtes fracturées et d'une hémorragie interne. Les médecins l'avaient plongée dans un coma artificiel pour réduire l'enflure du cerveau. Et maintenant, assise sur ce sol d'hôpital à 11 heures du soir, je n'avais aucune idée si ma fille se réveillerait un jour. Mon téléphone vibra dans ma poche. J'ai failli l'ignorer, mais une partie réflexe de moi, celle qui fonctionnait encore malgré la terreur, le sortit. Le nom de ma mère brillait sur l'écran. Allô. Ma voix semblait étrangère, vidée de substance. Enfin. J'appelle depuis des heures. Le ton de Priscilla était sec, impatient. Écoute, demain c'est la fête de Céleste. J'ai besoin que tu sois là à 9 heures pour aider avec les décorations et la préparation de la nourriture. Le traiteur a annulé à la dernière minute, donc nous faisons tout nous-mêmes. Je clignai des yeux devant le téléphone, certaine d'avoir mal entendu. Maman, je suis à l'hôpital. Méline est dans un état critique. Elle pourrait ne pas, je ne pus finir la phrase. Je sais, mais il n'y a rien que tu puisses faire assise là-bas, n'est-ce pas? Les médecins s'en occupent. La fête de Céleste est prévue depuis des mois et je ne la laisserai pas être gâchée parce que tu veux faire ta dramatique. Le sol sembla basculer sous moi. Dramatique? Ma fille a failli mourir aujourd'hui. Elle est dans un coma artificiel. Des tubes la maintiennent en vie. Si tu ne viens pas demain, je te couperai de cette famille pour toujours. Sa voix était glaciale. Je suis sérieuse, Nathalie. Tu t'es toujours fait passer avant les autres, et j'en ai assez. En arrière-plan, j'entendis la voix de mon père, distante mais audible. La journée de ta sœur est plus importante que ce drame. Les enfants se remettent de tout. Tu réagis de manière excessive. Avant que je puisse répondre, le téléphone changea de main et la voix de Céleste remplaça celle de ma mère.
arrête d'utiliser ta gamine comme excuse. Tu as toujours été jalouse de moi, essayant toujours de voler l'attention. Eh bien, pas cette fois. C'est mon anniversaire, et tu vas aider, que tu le veuilles ou non. Quelque chose se brisa en moi. Pas mon cœur, qui avait déjà volé en éclats, mais quelque chose de plus profond. La chaîne invisible qui m'avait lié à ma famille pendant 32 ans me parut soudain aussi fragile que du papier de soie. Non. Le mot sortit calmement, presque paisiblement. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je dis, non. Ma fille se bat pour sa vie et vous vous inquiétez pour des serpentins et du gâteau. Ne m'appelez plus jamais. Je raccrochai et, sans hésitation, supprimai le numéro de ma sœur. Puis celui de ma mère, puis celui de mon père. L'infirmière des soins intensifs pédiatriques me trouva 1 heure plus tard, toujours assise par terre. Elle m'apporta une couverture et une tasse de café terrible, et me dit que les signes vitaux de Méline s'étaient stabilisés. La crise immédiate était passée, mais elle restait dans le coma. Les prochaines 48 heures seraient critiques. Je passai la nuit sur une chaise à côté du lit de Méline, tenant sa main et lui murmurant des histoires sur les aventures que nous aurions quand elle se réveillerait. À un moment donné, l'épuisement m'entraîna dans un sommeil agité. Le lendemain matin, jour de l'anniversaire de Céleste, je me réveillai pour trouver Méline inchangée. Les moniteurs émettaient leur rythme régulier. Le respirateur sifflait. De l'autre côté de la fenêtre, le soleil se levait comme si le monde ne s'était pas effondré. Mon téléphone, que j'avais mis sous silence mais pas éteint, affichait 17 appels manqués et des dizaines de messages. La plupart venaient de ma mère, passant des exigences aux menaces, pour finir par ce que je ne peux décrire que comme une agression verbale. Un message me traitait de fille égoïste et ingrate. Un autre m'accusait de toujours avoir besoin d'être la victime. Le dernier, envoyé à 3 heures du matin, disait simplement « Tu es morte pour nous ». Je lus chaque message avec un étrange détachement, comme s'ils étaient adressés à quelqu'un d'autre. Puis, je bloquai tous les numéros. Vers midi, les paupières de Méline papillonnèrent. Je me précipitai en avant, renversant presque le pied à perfusion. M'a dit ? Bébé, tu m'entends ? Ses yeux s'ouvrirent lentement, douloureusement, et trouvèrent les miens. Des larmes coulèrent sur ses joues avant même qu'elle ne parle. Maman. Sa voix était à peine un murmure, rauque à cause du tube respiratoire qui avait été retiré 1 heure plus tôt. J'ai été blessé à cause de grand-mère. Mon sang se glaça. Qu'est-ce que tu veux dire, ma chérie ? Grand-mère m'a dit d'aller dehors. Elle a dit qu'il y avait une surprise dans le camion de grand-père. Elle a dit de regarder sur le siège arrière. La pièce sembla rétrécir autour de moi. Quand a-t-elle dit ça ? Quand tu étais dans la cuisine ? Elle chuchota, elle a dit que c'était un secret. Je me reculai, l'esprit en ébullition. Ma mère avait envoyé Méline dehors. Ma mère l'avait envoyée vers le camion. Mon père reculait à ce moment exact. Une coïncidence ? Chaque instinct en moi hurlait que ce n'en était pas une. Je fis signe au docteur Patel et lui expliquai ce que Méline m'avait dit. Il écouta avec une inquiétude croissante, puis appela l'assistant social de l'hôpital. Dans l'heure qui suivit, un officier de police arriva pour prendre la déposition de Méline. Elle répéta son histoire avec la clarté d'un enfant qui n'avait aucune raison de mentir. Grand-mère avait chuchoté qu'il y avait une surprise dans le camion de grand-père, lui avait dit de garder le secret, et l'avait envoyé courir dehors. L'expression de l'officier resta neutre, mais son stylo se déplaçait rapidement sur le carnet. « Madame, je dois vous demander, croyez-vous que votre mère avait l'intention de faire du mal à votre fille ?» La question resta suspendue dans l'air, monstrueuse et impossible à répondre. Croyais-je que ma propre mère avait délibérément essayé de blesser mon enfant ? Je pensais aux années de favoritisme. Céleste avait toujours été l'enfant doré plus joli, plus agréable, plus facile à aimer. J'avais été la difficile, la têtue, la fille qui posait trop de questions et refusait de rentrer dans le rang. Ma mère n'avait jamais caché sa préférence, mais je l'avais toujours attribuée à des différences de personnalité, pas à de la malveillance. Maintenant, un schéma plus sombre émergeait. Il y a 3 ans, dis-je lentement, j'ai hérité d'une somme importante de ma grand-mère, la mère de mon père. Elle m'a tout laissé et rien à Céleste. Ma mère était furieuse. Elle disait que l'héritage aurait dû être partagé équitablement, que j'avais manipulé grand-mère contre ma sœur. L'officier se pencha en avant. À combien s'élevait cet héritage ?
2,3 millions de dollars. Ses sourcils se levèrent. Et votre fille, Méline, est-elle votre seul enfant? Oui. Serait-elle votre unique bénéficiaire s'il vous arrivait quelque chose? La question me frappa comme un coup physique. Je n'avais jamais mis à jour mon testament après l'héritage. Si je mourais, tout irait à Méline. Et si Méline mourait la première? J'agrippai le bras de l'officier. Ma sœur. Si Méline était morte dans cet accident, qui hériterait s'il m'arrivait quelque chose? Il ne répondit pas immédiatement. Il n'avait pas besoin de le faire. Quand j'avais 17 ans, avant même que l'héritage de ma grand-mère ne soit une possibilité, ma mère m'avait convaincu de signer un document successoral standard désignant Céleste comme ma bénéficiaire secondaire. J'avais complètement oublié cela jusqu'à cet instant. Si Méline disparaissait et que j'avais moi-même un accident, Céleste recevrait tout. L'enquête s'étendit rapidement. La détective Lorraine Wang arriva dans la chambre d'hôpital de Méline le lendemain matin, avec un carnet et une attitude douce qui démentaient l'intensité de ses questions. Elle interrogea Méline 3 fois séparément. Chaque conversation fut enregistrée avec mon consentement. L'histoire de ma fille ne vacilla jamais. Grand-mère avait chuchoté. Grand-mère l'avait envoyée dehors. Grand-mère avait appelé ça une surprise secrète. Les enfants inventent rarement des détails aussi précis, me dit la détective Wang en privé. L'instruction chuchotée, le secret, le moment précis. Si elle inventait tout cela, elle raconterait probablement une histoire plus simple. J'acquiesçai, bien qu'une partie de moi résista encore à la conclusion évidente. C'était ma mère, la femme qui avait tressé mes cheveux avant l'école, qui avait préparé mes déjeuners, qui s'était assise à mon chevet quand j'avais la grippe. Cette même femme pouvait-elle avoir orchestré la mort imminente de ma fille? La réponse vint par fragments au cours des jours suivants. La détective Wang obtint un mandat pour les appareils électroniques de mes parents. Mon père remit le sien volontiers, encore traumatisé par l'accident et désespéré de coopérer. Ma mère, cependant, tenta une réinitialisation d'usine sur son téléphone avant de le remettre. L'unité technologique médico-légale récupéra les données effacées. Ce qu'ils trouvèrent peignit un portrait de préméditation qui me rendit physiquement malade. 3 semaines avant l'anniversaire de Céleste, ma mère avait envoyé un SMS à ma sœur, « Assure-toi que la fête est prévue pour dimanche et qu'elle amènera M pour aider aux préparatifs. » W sort toujours le camion vers 14h pour son golf. Le timing est primordial. Céleste avait répondu, « Et si elle ne l'amène pas ?» La réponse de ma mère, « Elle le fera. » J'y insisterai. Je lui dirai que nous avons besoin d'aide pour les fleurs. Je lus la transcription dans le bureau de la détective Wang, mes mains tremblant si violemment que les pages s'entrechoquaient. La détective m'observait avec une sympathie prudente, me laissant le temps d'assimiler chaque révélation. Il y a plus, dit-elle doucement. L'historique de recherche sur l'ordinateur portable de ma mère remontait à 18 mois. Elle avait fait des recherches sur les traumatismes crâniens chez les enfants, les taux de survie des accidents pédiatriques, la durée typique des comas artificiels, et, le plus accablant de tout, comment faire passer un accident pour quelque chose de convaincant. Elle avait lu des articles sur les enquêtes d'assurance, étudié des cas où des parents étaient soupçonnés de faire du mal à leurs enfants, et pris des notes sur la façon dont les auteurs avaient été attrapés. Ces notes, récupérées dans un document protégé par mot de passe, incluaient une section intitulée « Erreur à éviter ». L'empreinte numérique de Céleste était tout aussi incriminante. Ses recherches se concentraient sur le droit des successions, en particulier les statuts régissant ce qui se passait lorsqu'un bénéficiaire mourait avant de recevoir son héritage. Elle avait mis en favori des articles sur la contestation de testament, les litiges successoraux et le processus légal pour réclamer les biens de parents décédés. Le tableau que j'avais entendu mentionner, celui intitulé « Après que N soit parti », contenait des calculs détaillés. La succession de ma grand-mère, la croissance projetée des investissements, la division des actifs. Il y avait des colonnes pour différents scénarios, M meurt, N survit. N meurt, M survit. Les deux meurent. Chaque scénario incluait des paiements et des échéanciers projetés. Je fixais ce tableau pendant un long moment, essayant de concilier ces froids calculs avec la sœur qui m'avait appris à faire du vélo, qui avait partagé des secrets avec moi sous les couvertures pendant les orages, qui avait pleuré à mon mariage. Cette sœur, réalisais-je, n'avait jamais existé. Ou peut-être avait-elle existé une fois, avant que l'avidité ne corrompe tout ce qu'elle aurait pu être. Pendant que Méline poursuivait son rétablissement, chaque jour apportant de petites améliorations qui ressemblaient à des miracles,
je commençais à reconstituer ma propre histoire avec un regard nouveau. Ma meilleure amie, Caroline, vint à l'hôpital le 3e jour. Elle apporta du café, des sandwichs et ce genre de présence silencieuse qui ne nécessite aucune conversation. Nous nous assîmes ensemble dans la salle d'attente des familles, regardant le coucher de soleil à travers les fenêtres crasseuses, et je lui racontai ce que j'avais appris. Je n'arrête pas de penser à toutes les fois où j'ai failli mourir, dis-je. J'ai toujours pensé que j'étais maladroite, sujette aux accidents, malchanceuse. Mais si rien de tout cela n'était accidentel? Caroline posa son café. Qu'est-ce que tu veux dire? Je listai les incidents. Les escaliers du sous-sol à 12 ans. L'accident de vélo à 9 ans. La voiture à 14 ans. L'intoxication alimentaire à 16 ans. Alors que je parlais, d'autres souvenirs firent surface. Le voyage de camping quand j'avais 10 ans, où je m'étais, d'une manière ou d'une autre, éloigné du groupe et perdu pendant 6 heures sur un terrain de plus en plus dangereux. La leçon de natation à 8 ans, où je m'étais presque noyé après avoir inexplicablement oublié comment flotter, chose que je maîtrisais des semaines plus tôt. La réaction allergique à 11 ans à un aliment que j'avais mangé des dizaines de fois auparavant sans incident. Toutes les quelques années, dis-je lentement, quelque chose a failli me tuer. Et à chaque fois, ma mère était à proximité. Présente, mais pas assez proche pour l'empêcher. Arrivant toujours juste un moment trop tard pour aider, mais assez tôt pour paraître inquiète. Le visage de Caroline était devenu pâle. Nathalie, c'est de la folie. Je sais. Mais le schéma est là. Je ne l'ai juste jamais vu parce que je ne pouvais pas imaginer ma propre mère voulant ma mort. Le lendemain matin, j'appelai de nouveau ma tante Lucille. Elle répondit à la première sonnerie, comme si elle attendait. Notre conversation dura 3 heures. Elle me raconta des choses sur mon enfance qui recadrèrent tout ce que je croyais savoir. Ma mère, expliqua Lucille, avait toujours été jalouse de moi. Pas de la manière normale dont les frères et sœurs envient parfois les enfants des autres, mais avec une intensité qui frisait l'obsession. Dès ma naissance, Priscilla s'était plainte que je recevais trop d'attention de la part de leurs parents. Quand je montrais des promesses académiques précoces, elle les rejetait comme de la frime. Quand je formais un lien étroit avec ma grand-mère, elle essaya à plusieurs reprises d'empoisonner la relation. Ta grand-mère avait percé Priscilla à jour des années avant tout le monde, dit Lucille. Elle m'a dit une fois qu'elle craignait pour ta sécurité. Je pensais qu'elle était dramatique. Ta mère semblait toujours si aimante en public, si dévouée. Mais Eleanor savait que quelque chose n'allait pas. Elle le sentait. Pourquoi personne n'a rien fait? Lucille soupira, portant des décennies de regrets. Que pouvions-nous faire? Il n'y avait aucune preuve. Tes accidents ressemblaient toujours à des accidents. Priscilla paraissait toujours dévastée quand tu étais blessé. Elle était passée maître dans l'art de jouer la mère inquiète tout en orchestrant simultanément ta destruction. Au moment où j'ai été témoin de ce qui s'est passé dans ces escaliers du sous-sol, je m'étais déjà convaincu que c'était moi la paranoïaque, celle qui voyait des monstres là où il n'y en avait pas. J'ai rationalisé ce que j'ai vu parce que l'alternative était trop horrible à accepter. Je comprenais. J'avais fait la même chose toute ma vie. Il y a autre chose, poursuivit Lucille, sa voix baissant d'un ton. Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Ce, quelque chose d'autre, concernait mon oncle Théodore. J'avais grandi en entendant l'histoire de sa mort, un tragique accident de chasse quand j'étais toute petite, un fusil qui avait mal fonctionné, une vie fauchée à 29 ans. Théodore avait été le seul fils de ma grand-mère, héritier de l'entreprise familiale et de la fortune. Après sa mort, l'héritage était passé à ses enfants sauf que Théodore n'avait pas d'enfants. Il était fiancé à une femme nommée Patricia, mais il ne s'était pas encore marié. Ainsi, la succession restait avec ma grand-mère, pour être distribuée selon son testament. Théodore devait épouser Patricia 3 semaines après ce voyage de chasse, dit Lucille. S'il avait vécu, s'ils avaient eu des enfants, ses enfants auraient tout hérité. Le testament de ta grand-mère serait allé à la famille de Théodore, pas à ses petits-enfants par la lignée féminine. J'assimilais cela lentement. Tu es en train de dire que sa mort a profité à ma mère. Sa mort a profité à quiconque était en position d'hériter s'il était retiré du tableau. À l'époque, c'était ta mère et moi. Nous étions les seules autres héritières potentielles. Lucille marqua une pause. Je n'ai jamais voulu de l'argent. J'ai dit à ta grand-mère de laisser ma part à des œuvres caritatives. Mais Priscilla. Elle a épousé ton père 6 mois après la mort de Théodore.
Elle était enceinte de Céleste moins d'1 an plus tard. C'était comme si elle faisait la course pour produire des héritiers afin de sécuriser sa position dans la famille. Était-elle au voyage de chasse? Elle prétendait ne pas y être. Mais je me suis toujours posé la question. Il y avait tellement de monde là-bas, tellement de chaos après le coup de feu. N'importe qui aurait pu s'éclipser sans être vu. J'apportai cette information à la détective Wang, qui écouta avec une expression professionnellement neutre que j'avais appris à reconnaître. Elle prit des notes, posa des questions de clarification, et me dit que bien que la mort de mon oncle ait été jugée accidentelle il y a des décennies, elle demanderait le dossier original de l'affaire. Je ne promets rien, dit-elle. Les affaires classées sont difficiles, surtout celles aussi anciennes. Mais s'il y a des preuves à trouver, nous les trouverons. Au cours des 3 jours suivants, alors que Méline se rétablissait lentement à l'hôpital, les détectives découvrirent un réseau de preuves qui me retourna l'estomac. Les relevés téléphoniques de ma mère montraient des recherches approfondies sur les lois successorales, les enfants bénéficiaires et ce qui advient d'un fonds fiduciaire lorsqu'un mineur décède. L'ordinateur de Céleste contenait des recherches similaires ainsi qu'un tableau calculant la distribution de la succession de ma grand-mère. Mais la découverte la plus accablante vint d'une source inattendue. Ma tante, la sœur de ma mère, Lucille, me contacta le 2e jour de l'enquête. Elle avait vu le reportage aux actualités sur l'accident de Méline et voulait prendre de nos nouvelles. Quand je lui racontai ce que Méline avait révélé, elle resta silencieuse un long moment. Nathalie, je dois te dire quelque chose. J'aurais dû dire ça il y a des années, mais je pensais. Je me suis convaincu que c'était de la paranoïa. Sa voix tremblait. Te souviens-tu quand tu avais 12 ans et que tu es tombé dans les escaliers du sous-sol chez tes parents? Tu t'es cassé le bras et as passé 3 semaines avec un plâtre. Bien sûr. C'était un accident. Non, ma chérie, ce n'en était pas un. Lucille expira d'une manière tremblotante. J'étais à la maison ce jour-là. J'ai vu ta mère te suivre jusqu'à la porte du sous-sol. J'ai vu son bras bouger juste avant que tu tombes. Je me suis convaincu que je l'avais imaginé. Priscilla est ma sœur, bon sang. Mais je n'ai jamais oublié l'expression sur son visage quand tu as touché le fond. Ce n'était pas de l'horreur, Nathalie. C'était de la satisfaction. Mon enfance se recadra en un instant. L'accident de vélo quand j'avais 9 ans, qui s'était produit juste après que ma mère m'ait tendu une bouteille d'eau qu'elle avait insisté pour que je boive. La voiture qui m'avait presque percuté à 14 ans, quand ma mère m'avait envoyé récupérer quelque chose de l'autre côté de la rue au moment exact où un véhicule arrivait à toute vitesse au coin. L'intoxication alimentaire qui m'avait hospitalisé à 16 ans, suite à un repas que j'étais la seule à avoir mangé. J'avais passé ma vie entière à être presque tué par ma propre mère. La police emmena Priscilla et Céleste pour interrogatoire. Mon père, s'avéra Théil, avait été complètement ignorant des manigances de sa femme, un fait confirmé par sa véritable dévastation lorsqu'il fut confronté aux preuves. Il coopéra pleinement avec les enquêteurs, fournissant des relevés bancaires et des accès aux emails qui incriminèrent davantage ma mère et ma sœur. Ce qui émergea fut une conspiration s'étendant sur des décennies. Ma mère avait toujours envié la richesse de ma grand-mère et sa préférence claire pour moi. Elle avait prévu depuis mon enfance de me faire éventuellement disparaître et de réclamer l'héritage via Céleste. L'accident à 12 ans était destiné à me tuer sur le coup. Quand cela échoua, elle devint plus patiente, plus rusée. Elle attendit que ma grand-mère meure, que l'héritage arrive, que j'ai un enfant qui pourrait servir de cible plus vulnérable. Céleste, appris je, connaissait le plan depuis ses 20 ans. Elle avait été une participante active, aidant à rechercher des méthodes et à fournir des alibis. Le tableau sur son ordinateur était intitulé « Après que N soit parti », N étant l'initiale de mon nom. L'arrestation eut lieu 5 jours après le réveil de Méline. J'étais dans la chambre d'hôpital de Méline quand la détective Wang m'appela pour m'informer. Ma fille était sortie des soins intensifs pour aller dans un service pédiatrique régulier, et elle était assise dans son lit, travaillant sur un puzzle que Caroline avait apporté. La normalité de la scène, mon enfant faisant un puzzle, la lumière du soleil entrant par la fenêtre, le bip silencieux des moniteurs contrastait si fortement avec les mots sortant de mon téléphone que je dus sortir dans le couloir. Nous avons procédé aux arrestations, dit la détective Wang. Votre mère et votre sœur sont en garde à vue. Elles ont été placées en garde à vue il y a environ 1 heure. Toutes les deux? Toutes les deux. Votre mère était à la maison. Votre sœur était au travail. Les chefs d'accusation incluent complot pour commettre un meurtre,
tentative de meurtre sur mineur et mise en danger d'enfant. Il pourrait y avoir des charges supplémentaires selon ce que le grand jury décidera. Je m'appuyais contre le mur du couloir, regardant les infirmières passer avec des chariots de médicaments et des porte-blocs. La machinerie ordinaire de la vie hospitalière continuait autour de moi alors que ma famille implosait. Que se passe-t-il maintenant? Comparution demain matin. Elles plaideront coupables ou non coupables. La caution sera fixée. Compte tenu de la gravité des charges et des preuves que nous avons accumulées, je m'attends à ce que le juge fixe une caution élevée. Votre mère présente un risque de fuite, elle a les ressources pour disparaître. Ce soir-là, l'histoire éclata aux nouvelles locales. Je regardais la couverture depuis la chambre d'hôpital de Méline, le volume baissé pour qu'elle n'entende pas. Il y avait des images de ma mère emmenée de sa maison menottée, son visage étant un masque de dignité outragé. Mon père se tenait dans l'encadrement de la porte derrière elle, ressemblant à un homme dont le monde entier s'était effondré. L'arrestation de Céleste fut capturée à l'extérieur de son immeuble de bureau, et contrairement à ma mère, elle pleurait, le mascara coulant sur ses joues alors que les officiers la guidaient vers la voiture de patrouille. Le présentateur décrivit l'affaire dans les grandes lignes, une grand-mère accusée d'avoir délibérément mis sa petite-fille en danger. Une conspiration impliquant de l'argent d'héritage. Une enfant luttant pour sa vie à l'hôpital. Ils n'utilisèrent pas nos noms. L'histoire était encore en développement, mais je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un ne nous identifie. Caroline arriva 1 heure plus tard avec des plats à emporter et son ordinateur portable. Elle avait surveillé les réseaux sociaux et l'histoire se répandait déjà. Quelqu'un avait photographié la maison de ma mère. Quelqu'un d'autre avait trouvé une vieille photo de famille et l'avait postée avec des spéculations sur nos identités. Internet, avec sa fin infinie de tragédies et de scandales, se nourrissait de notre douleur. Tu dois te préparer, dit doucement Caroline. Une fois que ton nom sortira, les journalistes viendront. Elle avait raison. Le lendemain matin, un journaliste d'un journal régional laissa un message sur mon téléphone demandant un commentaire. Dans l'après-midi, 2 camionnettes de télévision s'étaient garées devant mon immeuble. Je les regardais depuis la fenêtre de l'hôpital, reconnaissante que Méline et moi soyons ici plutôt qu'à la maison. La détective Wang organisa un soutien pour les victimes, une conseillère spécialisée dans l'aide aux familles traversant des affaires très médiatisées. Elle s'appelait Dr Myriam Costano, et elle devint mon point d'ancrage au cours des semaines suivantes. Elle m'aida à rédiger une brève déclaration pour les médias, s'organisa pour que l'école de Méline mette en œuvre des protocoles de confidentialité, et me mit en contact avec un avocat qui pourrait me conseiller sur les implications civiles de l'affaire. Ma mère et ma sœur furent présentées au juge le lendemain de leur arrestation. La caution fut fixée à $2 millions pour ma mère et $1 million pour Céleste. Ma mère paya la caution en quelques heures en utilisant la valeur nette de sa maison. La caution de Céleste fut payée par son mari Graham, un homme que j'avais toujours trouvé vaguement mou mais surtout inoffensif. Je me demandais ce qu'il savait, s'il avait été au courant des complots de sa femme. La détective Wang m'assura qu'il faisait l'objet d'une enquête. Les semaines entre l'arrestation et le procès furent un tourment particulier. Ma mère, libre sous caution, lança une campagne de relations publiques qui la peignait comme une victime de malentendus. Elle engagea une firme de gestion de crise spécialisée dans la réhabilitation de réputation. Des interviews apparurent dans des médias sympathisants, dépeignant Priscilla comme une grand-mère dévouée, traumatisée par un accident tragique et les fausses accusations d'une fille perturbée. Elle pleura devant la caméra, parla de la façon dont la blessure de Méline lui avait brisé le cœur, et exprima sa confusion quant à la raison pour laquelle j'inventerais des mensonges aussi horribles. Céleste adopta une approche différente. Elle se tut, refusant toutes les demandes des médias et supprimant ses comptes de réseaux sociaux. Son avocat publia une déclaration niant toutes les charges et exprimant sa confiance que la vérité émergerait au procès. Je refusai de m'engager publiquement. Le docteur Costano me conseilla de ne pas nourrir la frénésie médiatique, et je fis confiance à son jugement. Au lieu de cela, je me concentrai sur le rétablissement de Méline, sur la préparation du procès, sur le fait de mettre un pied devant l'autre. Méline rentra de l'hôpital 12 jours après l'accident. Elle était faible mais s'améliorait, ses scanners cérébraux ne montrant aucun dommage permanent. Les médecins qualifièrent cela de « remarquable », un mot qui semblait insuffisant pour le miracle de voir ma fille retourner dans notre appartement par ses propres moyens. Nous établîmes de nouvelles routines. Je pris un congé de mon poste de directrice marketing pour m'occuper d'elle. Nous regardions des films l'après-midi, faisions des exercices de physiothérapie le matin, et évitions entièrement les nouvelles.
Méline savait seulement que grand-mère et tante Céleste avaient fait quelque chose de mal et avaient des ennuis pour cela. Elle ne demanda pas de détails, et je ne lui en offris pas. Mais une nuit, environ un mois après sa sortie de l'hôpital, elle entra dans ma chambre à 2 heures du matin. Je me réveillai pour la trouver debout à côté de mon lit, serrant son lapin en peluche, le même que j'avais tenu à l'hôpital, maintenant nettoyé et réparé. « Maman ?» Sa voix était petite. Je me suis souvenu de quelque chose. Je m'assis, complètement réveillé. « Qu'est-ce que c'est, ma chérie ?» Grand-mère m'a dit de ne pas regarder derrière moi quand je courais vers le camion de grand-père. Elle a dit que la surprise était sur le siège arrière et que je devais courir vite et ne pas me retourner. Les yeux de Méline étaient grands et troublés. Pourquoi m'aurait-elle dit de ne pas regarder derrière moi? Je la tirai dans mes bras et la tins longtemps, la berçant doucement, ne disant rien. Il n'y avait aucune réponse que je pouvais donner qui ne briserait pas quelque chose en elle. Ma mère avait ordonné à ma fille de courir sans regarder, s'assurant qu'elle ne verrait pas le camion reculer vers elle, s'assurant que la collision semblerait inévitable. Le matin, j'appelai la détective Wang et rapportai ce que Méline s'était rappelé. Une autre preuve. Un autre clou dans le cercueil. Le procès lui-même devint un référendum sur la loyauté familiale, la richesse et les masques que les gens portent. Ma mère et ma sœur furent accusées de complot pour meurtre, tentative de meurtre sur mineur et mise en danger d'enfants. Les nouvelles locales couvrirent l'histoire de manière extensive, et notre nom de famille devint synonyme de trahison. Des reporters campaient devant le palais de justice. Des analystes juridiques disséquaient chaque développement lors des émissions du soir. Des podcasts de « True Crime » commencèrent à couvrir l'affaire avant même que le jury ne soit sélectionné. Tout au long du procès, qui dura 4 mois, je m'assis dans la salle d'audience chaque jour. Méline, qui s'était remarquablement bien rétablie, restait avec ma meilleure amie pendant les procédures. L'accusation présenta des relevés téléphoniques, des recherches informatiques, des documents financiers et le témoignage de ma tante. La défense essaya d'argumenter que j'avais fabriqué toute la conspiration par jalousie et instabilité mentale, mais les preuves étaient accablantes. Pendant son témoignage, ma mère me regarda droit dans les yeux et sourit. C'était le même sourire que j'avais vu d'innombrables fois en grandissant, chaleureux, maternel, aimant. Pendant un instant, j'ai presque douté de tout. Puis elle ouvrit la bouche et dit, « J'aurais dû pousser plus fort quand elle avait 12 ans. » La salle d'audience haleta. Son propre avocat de la défense laissa tomber son stylo. Ma mère sembla réaliser tardivement ce qu'elle avait admis. Son sourire s'évanouit. Céleste, assise à côté d'elle, commença à pleurer. Ses larmes continuèrent pendant l'audience de détermination de la peine, où elle livra une déclaration exprimant des remords qui me parurent soigneusement répétés. Elle s'excusa auprès de Méline, auprès de moi, auprès de la cour. Elle prétendit avoir été manipulée par notre mère, prise dans un stratagème qu'elle n'avait pas complètement compris avant qu'il ne soit trop tard. Le juge resta impassible. « Madame Weston, dit-il, s'adressant à Céleste par son nom de femme mariée. Les preuves devant cette cour démontrent non pas une manipulation, mais une participation volontaire. Vous avez fait des recherches sur le droit des successions. Vous avez communiqué avec votre mère sur le moment de l'attaque. Vous avez calculé les avantages financiers de la mort de votre nièce. Ce ne sont pas les actions d'une complice involontaire. Ce sont les actions d'une co-conspiratrice. » Les pleurs de Céleste s'intensifièrent. À côté d'elle, ma mère resta stoïque, son visage figé en un masque de dignité blessée. Ma mère reçut une peine de 25 ans à perpétuité. Céleste reçut 15 ans. Alors qu'elles étaient emmenées de la salle d'audience menottée, aucune des deux ne se retourna vers moi. Je les regardai disparaître par la porte latérale, et je ne ressentis rien. Pas de triomphe, pas de satisfaction, juste un immense soulagement tranquille. Mon père divorça de ma mère pendant qu'elle attendait sa sentence. La procédure fut rapide et non contestée. Il ne voulait rien d'autre que la liberté loin de la femme qu'il avait épousée sans la connaître. Pendant le divorce, plus de détails émergèrent sur son ignorance de ses manigances. Il avait sincèrement cru que chaque accident était de la malchance. Chaque coup dur, une coïncidence. L'homme que j'avais blâmé pendant des décennies comme étant un facilitateur s'avéra être une autre victime, bien que moins ciblée. Il déménagea dans une petite ville du Vermont 3 mois après la fin du procès. La maison dans laquelle j'avais grandi, la maison où j'avais été poussé dans les escaliers du sous-sol, où j'avais mangé le repas empoisonné,
où ma fille avait été envoyée courir vers un camion en mouvement fut vendue à des étrangers qui la rénovèrent au point de la rendre méconnaissable. Je passai devant une fois, environ 1 an plus tard, et ne ressentis rien. Juste une maison ordinaire dans une rue ordinaire, ses horreurs effacées par de la peinture fraîche et un nouvel aménagement paysager. Warren m'envoya une lettre s'excusant pour son aveuglement. Elle arriva un mardi après-midi, écrite à la main sur du papier à lettres simples. Il écrivait sur les années passées à mal interpréter les situations, à faire confiance à sa femme sans poser de questions, échouant à protéger ses filles d'un prédateur dormant dans son propre lit. Il reconnut que les excuses étaient inadéquates, que les mots ne pouvaient défaire ce qui avait été fait. Mais il voulait que je sache qu'il voyait la vérité maintenant, qu'il me croyait, qu'il était horrifié par ce que Priscilla avait fait. Il demanda s'il pourrait rencontrer Méline un jour, quand le moment serait venu. Je n'ai pas encore répondu, mais je garde la lettre dans le tiroir de mon bureau. Peut-être qu'un jour, quand les blessures auront complètement cicatrisé, je l'inviterai à voir sa petite fille. Peut-être que le pardon est possible pour les gens qui ont été stupides plutôt que mauvais. Je suis encore en train de décider. 6 mois après le procès, quelque chose d'inattendu se produisit. Je reçus un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. La femme à l'autre bout du fil se présenta comme Margaret Wu, une journaliste d'investigation qui avait couvert notre affaire. Elle avait continué à creuser après la fin du procès et avait découvert quelque chose d'extraordinaire. Ma grand-mère, s'avéra Teil, soupçonnait ma mère depuis des années. Avant sa mort, elle avait engagé un détective privé pour documenter le comportement de Priscilla. Le détective avait compilé un épais dossier de preuves photos de surveillance, conversations enregistrées, irrégularités financières, mais ma grand-mère était morte avant de pouvoir agir. Le dossier avait été enfermé dans un coffre-fort avec instruction de me le remettre le jour de mon 35e anniversaire, qui était encore dans 3 ans. Margaret avait localisé le coffret, avec l'aide d'un avocat spécialisé dans les successions, avait obtenu l'accès à son contenu. Elle voulait le partager avec moi. Nous nous rencontrâmes dans un café près de mon appartement. Margaret me remit un classeur en cuir contenant la documentation des manigances de ma mère remontant à près de 2 décennies. Il y avait des photographies de ma mère rencontrant un homme qui, notait le détective, était connu pour arranger des accidents. Il y avait des transcriptions d'appels téléphoniques où elle discutait du « problème de l'enfant de 12 ans » avec Céleste. Il y avait une lettre manuscrite de ma grand-mère expliquant ce qu'elle soupçonnait et pourquoi elle m'avait tout laissé. Non pas parce qu'elle m'aimait plus, mais parce qu'elle savait que Priscilla me tuerait pour l'argent si elle en avait l'occasion. Ma grand-mère avait essayé de me protéger en faisant de moi l'unique héritière. Elle avait espéré que la richesse me donnerait l'indépendance, les ressources, la capacité de m'échapper si nécessaire. Dans sa lettre, elle écrivait ses soupçons concernant la mort de Théodore, le schéma d'accident qui tourmentait mon enfance, sa certitude grandissante que sa belle-fille était capable de meurtre. Elle avait engagé le détective non pas pour monter un dossier criminel, elle savait que les preuves étaient trop circonstancielles pour des poursuites, mais pour tout documenter afin que je comprenne la vérité après sa disparition. J'ai échoué à te protéger de mon vivant, écrivait-elle. Mais peut-être que ce dossier te protégera après ma mort. Sache que je t'aimais, que je te voyais clairement, que j'ai essayé de la seule manière que je pouvais. Je restai assise dans ce café et pleurai pendant 1 heure. Margaret resta avec moi, silencieuse et patiente, m'offrant des mouchoirs quand j'en avais besoin. Quand les larmes s'apaisèrent enfin, elle me raconta le reste de ce qu'elle avait découvert. Le dossier comprenait des informations sur l'homme des photos, un entrepreneur privé nommé Vincent Doyle, qui avait fait l'objet de multiples enquêtes pour fraude à l'assurance et accidents suspects. Il était mort en prison il y a 4 ans, purgeant une peine pour une affaire non liée. Mais avant sa mort, il avait écrit une sorte de mémoire, une collection de notes et de souvenirs destinés à sa propre défense juridique. Dans ces notes, il mentionnait une femme correspondant à la description de ma mère qu'il avait approchée au début des années 2000 pour arranger l'accident d'un enfant qui semblerait naturel. Il avait refusé. Trop risqué, trop médiatisé. Mais l'approche avait été documentée. Cela signifie qu'elle faisait son marché, dis-je, la voix vide. Elle essayait activement de trouver quelqu'un pour me tuer. Margaret hocha la tête. Le détective pensait qu'elle avait finalement décidé de le faire elle-même. Moins traçable, plus de contrôle sur le timing et les circonstances. J'emportai le classeur chez moi et passai 3 jours à lire chaque page. Les preuves peignaient le portrait d'une obsession s'étendant sur toute ma vie. Ma mère m'avait haï depuis le début. Ou plutôt, elle avait haï ce que je représentais, l'attention que je recevais de ma grand-mère, le favoritisme qu'elle percevait,
l'héritage qui aurait dû être partagé entre ses enfants mais qui fut à la place dirigé uniquement vers moi. Dans son esprit, j'étais un obstacle, rien de plus. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'enquête de Margaret révéla également que ma mère avait été impliquée dans une autre mort, une qui avait été jugée accidentelle des décennies plus tôt. Le seul fils de ma grand-mère, mon oncle Théodore, était mort dans un accident de chasse quand j'avais 3 ans. Il avait été l'héritier original de la fortune familiale. L'enquête révéla que Priscilla avait été présente au voyage de chasse, chose qu'elle n'avait jamais divulguée. Un témoin qui était resté silencieux pendant 30 ans se manifesta enfin après avoir vu la couverture médiatique de notre procès. Il s'appelait Bernard Holloway, et il avait été guide de chasse au pavillon où Théodore était mort. Il avait 54 ans maintenant, vivant dans un établissement de soins après un AVC, et il voulait soulager sa conscience avant que sa santé ne décline davantage. Margaret organisa une rencontre. Je conduisis 4 heures jusqu'à un petit établissement dans la campagne de Pennsylvanie où Bernard était assis dans un fauteuil roulant près d'une fenêtre donnant sur un parking. Son côté gauche était affaibli par l'AVC, mais ses yeux étaient vifs et sa mémoire claire. Je l'ai vue, dit-il simplement. Votre mère. Elle n'était pas censée être dans les bois. Les épouses restaient généralement au pavillon, mais je l'ai vue suivre le groupe. Elle avait un fusil. Comment pouvez-vous être certain que c'était elle? Un manteau rouge. Rouge vif, comme une cible. Une chose stupide à porter pendant la saison de chasse. J'ai failli lui crier de l'enlever, mais elle a disparu dans les arbres. Il fit une pause, toussant. 20 minutes plus tard, Théodore était mort. Une seule balle dans la poitrine. Tout le monde a supposé qu'un autre chasseur avait tiré par erreur, mais l'angle était mauvais. La balle venait de derrière et d'en bas, comme si quelqu'un s'était accroupi dans les broussailles. Je lui demandai pourquoi il était resté silencieux si longtemps. Le visage de Bernard se froissa de honte. Elle m'a payé. Votre mère est venue me voir le lendemain avec une enveloppe pleine d'argent liquide et un regard qui me disait exactement ce qui arriverait si je parlais. J'avais 25 ans. J'avais des dettes. J'ai pris l'argent et j'ai fermé ma gueule. Il croisa mon regard. Je l'ai regretté chaque jour depuis. Quand j'ai vu aux nouvelles ce qu'elle a fait à votre petite fille, j'ai su que je ne pouvais plus me taire. Pas si cela signifiait qu'elle s'en tirait avec un autre meurtre. Son témoignage, combiné aux notes du détective et à la lettre de ma grand-mère, fut suffisant pour rouvrir l'affaire de mon oncle. L'oncle Théodore n'avait pas été tué par accident. Ma mère avait appuyé sur la gâchette. Le témoin l'avait vu faire mais avait été grassement payé pour garder le silence. Maintenant âgé et face à la mortalité, il voulait soulager sa conscience. La peine de ma mère fut révisée. De nouvelles charges furent déposées. Elle ne quittera jamais la prison. Le second procès fut plus court que le premier. Les preuves étaient plus anciennes, mais plus directes. Bernard témoigna de ce dont il avait été témoin. Les experts légistes réexaminèrent l'autopsie originale et confirmèrent que la trajectoire de la balle était cohérente avec un tireur positionné derrière et en contrebas de la victime. Le détective de ma grand-mère, maintenant décédé lui aussi, avait laissé des notes détaillées qui furent admises comme preuve. Le manteau rouge dont Bernard se souvenait fut retrouvé dans une boîte de vieux vêtements de ma mère, préservé dans le garde-meuble de mon père pendant des décennies. Ma mère fut reconnue coupable de meurtre au premier degré. Le juge la condamna à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, à purger consécutivement à sa peine existante. Elle mourra en prison, une vieille femme en combinaison orange entourée de murs en béton et de lumière fluorescente. Je me demande parfois si elle regrette ce qu'elle a fait, mais je soupçonne qu'elle regrette seulement de s'être fait prendre. Céleste, purgeant toujours sa peine initiale, refusa de témoigner au second procès. Elle prétendit n'avoir aucune connaissance du meurtre de Théodore, et il n'y avait aucune preuve pour la contredire. Peut-être disait-elle la vérité. Peut-être que certains secrets meurent avec ceux qui les gardent. Quoi qu'il en soit, elle passera la prochaine décennie derrière les barreaux, vieillissant dans une cellule tandis que sa jeunesse disparaît. Quand elle émergera, elle aura près de 50 ans, sera divorcée, sans enfant et fauchée. Son mari, Graham Weston, demanda le divorce 3 mois après le début de sa peine. Il prit tout ce qu'ils avaient construit ensemble et déménagea dans un autre état. À travers tout cela, Méline se rétablit. La lésion cérébrale qui m'avait terrifié ne laissa aucun dommage permanent. Elle retourna à l'école 3 mois après l'accident, initialement avec des aménagements pour la fatigue et les difficultés de concentration. À la fin de l'année scolaire,
elle avait rattrapé ses camarades. Ses professeurs la décrivirent comme « résiliente », un mot qui me rend à la fois fier et le cœur brisé. Elle se fit de nouvelles amies, des filles qui ne savaient rien des grands-mères en prison ou des procès aux nouvelles du soir. Nous déménageâmes dans un autre quartier, un nouveau départ dans un immeuble où personne ne reconnaissait nos visages. Je changeai notre nom de famille pour reprendre mon nom de jeune fille, effaçant le lien avec la famille de ma mère. Nous devînmes de nouvelles personnes, ou du moins des personnes qui pouvaient prétendre que le passé était arrivé à quelqu'un d'autre. Les enfants sont résilients d'une manière qui me rend humble. Méline se souvient de l'hôpital, des machines, de la peur. Elle fait encore des cauchemars occasionnellement, se réveillant la nuit avec des larmes sur les joues et de la confusion dans les yeux. Mais elle rit aussi, joue, discute lors du coucher et se plaint des légumes. Elle est une enfant normale vivant une vie normale, et je garde cette normalité avec tout ce que j'ai. J'ai utilisé une partie de mon héritage pour créer une fondation soutenant les enfants qui ont survécu à la violence familiale. Nous finançons des programmes de thérapie, des bourses d'études et une assistance juridique pour les jeunes victimes naviguant dans le système judiciaire. L'année dernière, nous avons aidé plus de 400 familles des enfants dont les parents leur avaient fait du mal, dont les proches les avaient trahis, dont la confiance avait été brisée par les personnes qui auraient dû les protéger le plus. J'ai nommé la fondation d'après ma grand-mère, honorant la femme qui a essayé de me sauver de la seule manière qu'elle pouvait. Le reste de l'argent est placé dans un fonds pour Méline, qui ne sait rien de ses origines. Quand elle aura 18 ans, je lui dirai tout. L'héritage, la grand-mère qui m'aimait de loin, le grand-oncle qu'elle n'a jamais rencontré, la raison pour laquelle son fonds fiduciaire porte le poids de tant d'histoires. Jusque-là, elle sait seulement que sa grand-mère et sa tante ont fait quelque chose de très mal et sont partis à cause de cela. Cette explication suffit pour l'instant. La vérité complète peut attendre. Quant à moi, j'ai enfin trouvé la paix. 3 ans ont passé depuis la fin du second procès. Il a fallu une thérapie approfondie pour démêler les dommages psychologiques d'avoir été élevé par quelqu'un qui voulait ma mort. Il y a encore des nuits où je me réveille en sueur froide, certaines d'entendre les pas de ma mère dans le couloir. Mais ces nuits se font plus rares, et les matins qui suivent deviennent plus lumineux. La semaine dernière, Méline m'a demandé ce que je voulais pour mon anniversaire. J'ai pensé à toutes les choses que j'avais perdues, ma mère, ma sœur, mon sens de la famille, et puis j'ai regardé ma fille, en bonne santé, riant et vivante. J'ai déjà tout ce qu'il me faut, lui ai-je dit. Elle a roulé des yeux comme seule une enfant de 10 ans sait le faire. Ce n'est pas une réponse, maman. D'accord, ai-je dit. Fais-moi le petit déjeuner au lit. Des crêpes avec trop de sirop. Le matin de mon anniversaire, je me suis réveillé avec l'odeur de crêpes brûlées et le son de ma fille gloussant dans la cuisine. Le détecteur de fumée bipait. Le chien aboyait. Du café était éclaboussé sur le comptoir. C'était parfait.